Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette deuxième semaine de l'Avent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du livre En attendant ce foutu Noël de Jérémy Kamaski, cet anti-calendrier de l'Avent. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver facilement les prochaines. Belle écoute! Lorsque j'ai commencé mes cours de théâtre, je pensais très bien jouer. J'avais tort. Malgré tout, on saluait la façon de me tenir sur scène, la manière dont je créais un personnage de toute pièce, avec une attitude, une voix différente et même un vocabulaire différent. J'étais satisfait de mon jeu, surtout pour le novice que j'étais, et je pensais honnêtement être un acteur né, un de ceux qu'on a envie d'aduler pour ses rôles de composition qui collent parfaitement à la réalité. Je n'avais peur de rien, si ce n'est d'un vrai public, qui me donnait un de ces tracs rien qu'en y pensant. Me retrouver devant des spectateurs était à l'époque au-dessus de mes forces. Je n'osais jamais monter sur les planches, de peur de me couvrir de ridicule, de ne pas être aussi parfait qu'à l'entraînement. Mais quelque chose d'imprévu arriva, ou plutôt quelqu'un. C'était Kevin. Drôle de prénom, si bien que lorsqu'il se présenta à moi, je ne pus réfréner un rire de moquerie, pensant qu'il n'était pas sérieux. Les Kevin, c'est comme les adultes blonds, ça ne fait pas raisonnable du tout. Il ne releva pas, et soupira d'une timidité et d'une gêne mêlée. Kevin était de taille moyenne, les épaules crispées et une tête en avant, de sorte qu'on aurait pu croire qu'en cas de danger, il aurait pu instantanément rentrer son crâne dans sa carapace. Il avait les cheveux courts. Il devait se couper les cheveux lui-même en utilisant une tondeuse premier prix avec le sabot numéro 2, lui donnant ainsi un visage rond. Il était la caricature du timide en plus d'être le mec qui venait d'un milieu populaire. Je l'imaginais volontiers avoir toute une tripotée de frères et de sœurs aux noms exotiques tels que Pamela, Jennifer, Enzo, Jordan ou Dylan. Tous nés le même jour, la mère ayant mis bas d'un coup pour toucher les allocations en une seule fois. Au fond, Kevin me faisait pitié avec sa timidité maladive. Et quand notre professeur, Claude Serkis, l'invita à jouer une improvisation tout seul sur scène afin de tester ce qu'il avait au fond de ses tripes, je pus percevoir un plaisir mal dissimulé de la part de notre prof à voir son nouvel élève s'humilier en face de nous. Le théâtre, c'est fait pour ceux qui en ont, pas pour ceux qui bégayent et qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes. À mon humble avis, ces gens-là devraient rester chez eux en attendant patiemment que la mort vienne les cueillir, les emmenant à tire-d'aile, loin du commun des mortels. J'étais, ce que j'appelle aujourd'hui, un jeune connard présomptueux. Mais ce qui arriva sur les planches était stupéfiant. Kevin n'était plus Kevin. Sa personnalité chétive disparut pour laisser place à un personnage plus sûr de lui. Kevin l'acteur rayonnait. Il parlait distinctement, improvisant une histoire avec un problème et un dénouement sans pareil. Nous étions tous ébahis par tant de hardiesse théâtrale, magique, magistrale, magnifique et plein de superlatifs. Dans son improvisation qui ne devait durer que quelques minutes, il restait un peu moins d'1h30 à nous raconter son histoire. C'était la plus belle pièce de théâtre que nous n'avions jamais vue, que personne n'avait jamais écrite, que personne n'avait jamais entendue. Sauf nous, les 22 apprentis acteurs qui n'étions, pour le coup, que de simples spectateurs. Il y avait de la romance dans son récit, de la passion, de l'aventure, de l'humour corrosif et une fin tragique. Lorsqu'il eut fini, certains pleurèrent, quand d'autres sourirent devant tant de beauté. Notre professeur se leva et le remercia de lui avoir fait redécouvrir la beauté du théâtre, de sa capacité à nous faire imaginer sur une scène vide un bateau échoué, un trésor, un bordel, alors qu'il n'y avait rien, juste du vent adroitement utilisé par sa langue qui donnait vie à tout ceci. Le vent raconte parfois des histoires surprenantes. Et nous étions les rares témoins d'un prodige que n'auraient pas désavoué les Shakespeare, Molière, Tchekhov et toutes les quantités. Moi, j'étais enfoncée dans mon siège avec l'envie de vomir, le visage ombragé par la jalousie. Honteux qu'un autre soit plus fort que moi et haineux d'avoir aimé une histoire et un jeu que je ne pourrais jamais imiter de toute ma vie. Le rôle le plus dur que j'eus à jouer fut ce soir-là, devant Kevin, quand j'ai dû faire semblant de sourire en le félicitant, alors qu'au fond, je l'insultais du plus profond de mon âme. La semaine suivante, Kevin vint en retard au cours de théâtre. Il dit que le rang des spectateurs avait grossi. Tous, excepté moi, avaient fait passer le mot qu'un jeune homme possédait un jeu d'acteur si naturel, avec un style à l'état brut,
si proche de la perfection qu'aucun professeur n'aurait pu le faire évoluer. Il tutoyait déjà les étoiles et je le détestais pour ça. Autant de monde pour voir un prodige, je l'enviais forcément. Kevin était mal à l'aise avec son air de tortue, mais sans qu'on ne lui demande quoi que ce soit, il monta sur scène et la perfection revint tout à coup. Il nous captiva 2 heures durant avec son histoire mémorable. Rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Ce récit venant on ne sait d'où était d'une beauté rare. Le jeu d'acteur de Kevin était plus beau encore que la semaine précédente. Il jouait tous les personnages. J'en avais les larmes aux yeux, de joie et de peine quand j'entendis cette histoire d'amour tragique entre cette Ombline et cette Aloïs, 2 amants du Moyen-Âge que le destin sépara. Le pouvoir spirituel, personnifié par le sombre père Emmerich, et le pouvoir temporel incarné par le bon roi Louis XII, se disputèrent la demoiselle pour la voir dans leur lit. Ombline était cette Aphrodite, interdite d'un temps obscur. Parce qu'on lui interdisait sa relation amoureuse, Aloïs eut les tétons enlevés au fer chaud. Il ne savait pas désaimer sa bien-aimée et fut envoyé dans les geôles d'une province lointaine du royaume de France. Ombeline, folle de ne plus revoir l'être aimé, demanda qu'on lui coupe à elle aussi les tétons, ainsi qu'à bout de son nez, afin que le père Emmerich et le roi détournent enfin leur regard de cette beauté plus du tout virginale. La fin de l'histoire était que la jeune femme, défigurée, retrouva enfin son amant Aloïs après de longues années de recherche. Mais ce dernier ne reconnut pas cette Ombeline, au visage ravagé et à la chevelure d'argent, croyant qu'elle n'était qu'une sorcière qui se jouait de lui. Il tourna les talons pour s'en aller continuer son chemin, d'un air moqueur. Ombeline, folle de désespoir, sauta des falaises les plus hautes de la région, où vivait dorénavant Aloïs, sans pleurs et sans cris, d'après les rares témoins. C'était la plus belle histoire d'amour que nous eûmes entendue, et la plus triste. On pestait tous contre ce foutu Aloïs, et on avait de la peine pour cette Ombeline qui n'avait jamais existé. Mais le vent raconte parfois des histoires surprenantes qu'on se surprend à croire que dans son chuchotement, il y a parfois du vrai. Kevin fut une sommité théâtrale en moins de 3 semaines. Et quand notre professeur proposa à toute la ville d'acheter des tickets pour venir le voir, la salle fut comble. Notre professeur lui avait demandé de raconter une histoire de Noël à la Dickens. C'était ce qu'attendait le public en cette période de fin d'année. Kevin avait déjà pensé à une histoire. Elle se déroulerait au XIXe siècle. Le héros serait l'enfant d'un caporal de Napoléon III, qui, après une dispute avec son père, fut créé de son hôtel particulier de la capitale pour se rendre dans un quartier malfamé du vieux Paris, passant le réveillon de Noël avec les pauvres Parisiens qu'il avait toujours cru sales et méchants. Après plusieurs aventures mouvementées, l'enfant découvrirait qu'il n'en serait rien, et que même les indigents pouvaient être généreux. C'est une jolie histoire, pleine de bons sentiments. Je me demandais sincèrement où il pouvait chercher tout ça. Ce mec-là semblait avoir été nul à l'école, n'avoir jamais ouvert un livre de sa vie, et encore moins un livre d'histoire. J'avais tort, évidemment. J'enviais Kevin, qui allait jouer devant tant de personnes. Moi, qui n'avais pas les tripes de le faire. C'était avec lui ce fameux soir, avant qu'il ne monte sur scène. J'avais préparé plusieurs stratagèmes pour me venger de son talent qui me renvoyait une image si médiocre de moi-même, et je le détestais d'autant plus pour ça. L'une de mes fourberies était de lui faire un croche-pied, avant qu'il n'entre sur scène, ou bien qu'un objet au-dessus de lui ne tombe sur sa tête de tortue, ou encore l'obliger à boire de l'alcool. Mais quand je le vis déglutir derrière le rideau entrouvert en voyant la salle bondée, son visage et ses épaules crispées, j'eus de l'empathie pour lui. J'avais même de la sympathie et pour une fois je discutais avec Kevin sans arrière-pensée machiavélique. Je lui dis qu'il avait été excellent et qu'il devait faire comme d'habitude, briller. Il me répondit, en bafouillant, qu'il y avait ses parents dans le public. Il ne voulut pas les décevoir. Avant que je n'eusse pu lui dire quoi que ce soit, les rideaux s'ouvrirent et il s'avança sur scène. Le public applaudissait. Il était si heureux de voir le phénomène pour la première fois. Il y avait même une caméra qui filmait le lieu afin d'immortaliser le moment. Kevin était au milieu, seul. Il bégayait dans une lumière blanche et le public venu en masse attendait d'être chamboulé par le phénomène. Il y avait quelques toussotements dans la salle. Mais notre Kevin ne dit qu'une chose sur les planches ce soir-là. Je ne peux pas. Et sans bégayer en plus. Il sortit de scène et me dit qu'il avait une peur terrible de son père. Il ne voulait pas, il ne pouvait pas jouer devant lui. Il était effrayé. Kevin sortit du théâtre mal à l'aise, avec pour écho lointain les huées du public. 20 ans plus tard, je reçois une distinction de l'Académie des Césars,
un Molière, et je concours même dans la catégorie meilleur acteur aux Oscars. Mais vous savez, je sais une chose. Quoi qu'en disent les critiques, je ne serai jamais le meilleur acteur de ma génération, ni même le meilleur acteur de tous les temps, car nous sommes en définitive très peu à l'avoir rencontré. Je n'ai aucune inimitié à son égard aujourd'hui. Je suis juste heureux d'avoir vu, en tant que spectateur, le meilleur acteur et auteur que la Terre ait jamais porté, de m'avoir fait ressentir quelque chose de si fort que peu d'entre nous ne le connaîtront jamais. Aux dernières nouvelles, Kevin est toujours tourneur-fraiseur chez Lagrange, comme son père. Il a une fille qui se prénomme Cheyenne et un garçon qui s'appelle Christopher. Il est marié depuis 15 ans avec la même femme et habite dans un petit F3 dans le quartier populaire. On m'a dit qu'il était heureux et qu'il invente tous les soirs des histoires surprenantes pour ses enfants.